78% des Français jugent les impôts trop élevés. On est dans le ras-le-bol fiscal. Oui, je conseille à nos amis députés de regarder de près cette étude, parce que les députés et les sénateurs qui débattent du budget en ce moment devraient regarder cette étude. Le Conseil des prélèvements obligatoires, ça dépend de la Cour des comptes, c'est très sérieux. Tu l'as dit, 78% des Français jugent les impôts trop élevés. C'était 75 en 2023, donc ça progresse. Plus inquiétant, la part de ceux qui font confiance à l'État pour bien utiliser cet argent s'effondre. C'est-à-dire que les Français ne font plus confiance à l'État pour gérer notre argent. Et ça, c'est pire encore. Je pense que c'est peut-être le résultat le plus difficile, parce que ça veut dire qu'il y a une défiance désormais entre les Français et l'État. Et alors le problème, c'est que les Français, on est tous pétris de contradictions. C'est-à-dire que les Français trouvent qu'on paye trop d'impôts. Ils souhaiteraient d'ailleurs que les impôts diminuent, près de 8 Français sur 10, mais ils ne veulent pas que les dépenses publiques baissent. Alors là, ça va être très compliqué, parce que baisser les impôts sans baisser les dépenses publiques, il va falloir trouver la solution. Oui, mais cette étude, elle est intéressante. C'est vrai que si on prend le constat que les Français en ont plein le dos des impôts, effectivement, ça, c'est sans appel. Que l'État gère mal notre argent, c'est un fait, il est avéré. Et c'est pas depuis Macron, ça date depuis très longtemps. Je vais vous donner un exemple. C'est pas la collecte d'impôts qui pose problème, c'est à la fois la gestion de ces impôts et à la fois les échecs et le manque d'évaluation de ce que ces impôts permettent. Par exemple, hier, on nous annonce, parce que c'est un terrain que je connais, c'est la fermeture des centres éducatifs fermés. Il n'en reste plus que 58 qui n'ont pas fait leurs preuves. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que ils n'ont pas fait leurs preuves. C'est-à-dire que en France, on a cette fâcheuse habitude de mettre en place un dispositif dont certains répondent parfois à des urgences, à des actualités politiques, etc. D'abord, on n'a aucune politique de l'évaluation. Personne ne mesure un dispositif ou une décision prise qui coûte parfois des millions et des millions d'euros pour savoir si elle est pertinente, efficace. Donc on n'évalue pas. Donc comme on n'évalue pas, on laisse les dispositifs vivre. Parfois ils ne servent à rien, et comme ils ne servent à rien, on en empile d'autres qui eux peut-être serviront à rien. L'argent est très mal dépensé, il est très mal fléché, il est très mal utilisé. Les Français veulent conserver le fait que quand on est gravement malade, on paye pas ses médicaments, le fait qu'on ait l'école gratuite, qu'on ait des infrastructures routières qui tiennent la route, etc. Ils veulent conserver ça, et ils ont raison. C'est ce qui fait que la France est la France. À côté de ça, on a envie que lorsque l'on donne 1 euro ou 10 ou plus en fonction de nos revenus, on a envie que en face, le pays marche bien, il fonctionne bien. C'est pas l'impôt qui pose problème. Non, mais tu peux pas dire la France est la France. Je termine. Moi, le problème pour moi, c'est pas l'impôt. Le problème, c'est l'utilisation de l'impôt. Et si la gestion était... pas qu'il faut baisser les impôts. Non, je dis qu'ils se baisseront d'office à partir du moment où la gestion sera meilleure. C'est la bonne gestion qui fait qu'on peut baisser les impôts. Moins tu gères bien et plus tu enflammes les dépenses. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un nettoyage administratif du millefeuille qui est incroyable à faire. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra redéfinir ce qu'on paye. Mais oui, c'est ça. Alors, le problème. D'abord, je me permets, en toute amitié, Zora, de réfuter, d'être en désaccord avec ce que tu viens de dire, à savoir que la France est la France parce qu'il y a autant de dépenses publiques, de services publics, d'État-providence. C'est justement parce qu'il y a tout ce bordel de dépenses publiques que la France n'est plus la France. Et moi, ce que j'ajouterais, plus objectivement, c'est que les Français dits moyens, c'est pas du tout péjoratif, ou même en dessous de la moyenne, découvrent ce que les Français supposés riches ou même riches vivent depuis déjà des décennies, c'est-à-dire un impôt qui devient confiscatoire. La masse des Français le découvre, mais c'est une réalité qui a amené 20 000 contribuables, 20 000 familles françaises à quitter la France depuis 40 ans, ce qui a appauvri considérablement le pays, parce qu'à un moment donné, quand c'est confiscatoire, on ne peut plus faire face. Je cite un exemple, la taxation sous les héritages. Les parlementaires gambergent, qui sont complètement déconnectés de la réalité des successions françaises, gambergent pour augmenter les héritages. Mais est-ce qu'on songe, les chiffres sont quand même pas compliqués à comprendre, de 900 000 à 1 800 000, ce qui est une succession importante, mais il y a même des gens peu riches qui ont des successions comme ça, parce que si les gens n'ont pas dépensé, j'ai quelqu'un dans mon environnement, ils n'avaient rien dépensé de leur vie, ils ont une succession comme ça, c'est 40% d'impôts. Et au-dessus d'1,8 million, ce qui est un seuil, évidemment, c'est beaucoup d'argent, 1,8 million,
mais c'est pas non plus les fortunes américaines. C'est 45%. Donc on est dans une situation confiscatoire. C'est de l'argent qui est déjà après impôt. C'est l'argent qui reste à la fin de tout ce qui a été de l'argent qui a déjà été tout ce qui a été payé avant. Donc en fait, la situation de l'État pour cette surfiscalisation, elle est comme si c'était une entreprise privée, une entreprise qui a tellement augmenté ses tarifs qu'elle n'a plus de clients. Donc le dégoût des Français par rapport aux impôts, ça équivaut à une entreprise dont les tarifs sont prohibitifs et qui n'a plus de clients. Est-ce que vous trouvez que vous payez trop d'impôts? Est-ce que vous en avez plein le dos? C'est au 32-16 que vous nous dites, Jérôme Marty. Non, mais à l'évidence, la question que je me pose, moi, c'est qui sont les Français qui ne trouvent pas qu'on paye trop d'impôts, quoi. Parce qu'il y en a quand même dans le sondage. C'est assez curieux. Certains n'en payent pas ou très peu. Pas du tout. Je rappellerai sur l'impôt sur le revenu, simplement, il y a que 40% des Français qui payent, par exemple, l'impôt sur le revenu aujourd'hui. Et qui aimeraient en payer. On a réduit l'assiette. Et 70% de l'impôt est payé par 10% des contribuables. Mais c'est évident. D'abord, on a une culture dans ce pays, en tout cas ceux qui nous gouvernent ont une culture de l'impôt et ne savent pas faire autrement que lever des taxes. Chaque fois qu'ils trouvent une solution, c'est des taxes en plus. On ne voit jamais un politique trouver une solution qui permette au pays d'avancer, qui ne soit pas des taxes en plus, quoi. Ils sont formés à l'ENA. À l'ENA, ils n'apprennent que ça. Pas tous, hein. Oui, mais la plupart. Pas que des énarques à l'Assemblée. Non, mais la plupart, encore une fois, quand on parle de l'Assemblée, il faut parler de ce que j'appelle moi les têtes de gondole, ceux qui dirigent vraiment, ceux qui parlent vraiment. Voilà, ce sont souvent des gens qui ont fait l'ENA. Ceux qui bossent pour les députés, ce sont souvent des gens qui ont fait l'ENA et qui ne savent que lever des taxes et rien d'autre. Et on a un pays qui coule. On n'a jamais eu autant d'impôts, on n'a jamais été autant en déficit. Le raisonnement est facile, quoi. 3 300 milliards de déficit et jamais autant d'impôts. Bon, voilà, des entreprises qui ferment, parce que vous parlez de l'impôt, mais l'URSSAF, quoi, tout ce qui est taxe sur les salaires, c'est une folie, quoi. Je veux dire, chaque fois que vous employez quelqu'un, vous payez quasi 50% de plus de charges, quoi, et vous ne pouvez plus employer, et les entreprises tombent les unes après les autres, quoi. Mais tu sais, c'est ce qu'on appelle, tous ces prélèvements, c'est ce qu'on appelle le salaire social aussi. C'est-à-dire que derrière, ça va dans les soi-disant, dans les services publics. Mais une fois que tu as payé ça, du salaire différé, une fois que tu as payé ça, tu as en plus toutes les taxes directes et indirectes, quoi. Tu veux acheter une bagnole, tu vas payer du malus et du surmalus, et puis après on va te filer une vignette critères, etc., etc. Tu veux faire une piscine avec l'argent qui te reste, tu as des taxes sur la piscine, tout est taxé. Et après, quand tu finis ta vie, tu meurs et tes gosses paient 40% d'impôt sur l'héritage. Ce pays est fou, quoi. Tu payes de l'impôt sur de l'impôt sur de l'impôt sur de l'impôt. Au final, toute ta vie, tu payes et il y a 3 300 milliards de déficit. Je veux dire, à un moment quand même, il va falloir que les politiques se posent la question de l'usage de l'argent public, de l'usage de notre argent, argent à tous, quoi, pour que ce pays avance. Parce que manifestement, on est dans un puits sans fond avec des solutions qui ne marchent plus. Sauf que je suis un peu d'accord avec Emmanuel. On part du principe que l'État doit s'occuper de tout. Et ça, on ne le remet jamais en cause. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle d'État-providence et on se dit, ça ne peut pas changer. C'est-à-dire que l'État doit s'occuper du régalien, bien entendu, mais de tout. C'est-à-dire de la moindre chose. Donc, on a des jardiniers qui sont fonctionnaires, par exemple. On a encore des profs fonctionnaires, ce qui n'a pas de sens, puisque maintenant, quand on embauche des contractuels, parce que c'est plus simple ensuite de les gérer. Mais on continue à avoir ces statuts-là, en fait. C'est aussi la France des statuts. Alors les statuts, on ne peut pas les changer. On a vu ce qui s'est passé à la SNCF. Mais ça, on ne remet jamais en cause. Si on ne remet pas en cause le fond, on sera toujours dans l'idée qu'effectivement, pour colmater les brèches, il va falloir inventer une taxe, avec toujours l'argument de dire non, c'est pas vous, ce sont les riches. C'est ça. Sauf qu'on ne sait pas vraiment. Quand on commence à être riche, c'est toujours l'autre. François Hollande avait dit 4 000 euros. 4 000 euros à deux, c'est beaucoup de riches. Dans l'étude que tu disais là, du Conseil des prélèvements obligatoires, je regardais 49% des Français estiment que les services publics peuvent être améliorés en baissant la fiscalité. C'est-à-dire qu'il y a aussi, mieux. Voilà. Il y a aussi une prise de conscience aussi aujourd'hui des gens qui se disent il y a peut-être un problème. La gestion, c'est le personnel. Le problème de ressources humaines, tu vois, de gestion, de fléchage. Le problème de fond, il est très simple à comprendre pour ceux qui nous écoutent. Il est vraiment très simple et il est dramatique parce qu'on est coincé au fond d'un gouffre. 2/3 des Français reçoivent plus qu'ils ne contribuent. Donc la masse a intérêt à ce système et on est dans un système évidemment heureusement démocratique. Donc comment voulez-vous que la masse vote pour des mesures qui vont contre son intérêt primaire à court terme? C'est Jessie qui veut intervenir dans notre débat, qui nous appelle de Haute-Vienne. Bonjour Jessie. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes artisan chauffagiste. C'est ça. Dans quel camp êtes-vous? Celui qui trouve que voilà, il y en a un peu assez maintenant ou pas? Dites-moi. Moi, je pense qu'on est assommé d'impôts et que c'est plus possible en fait. Ben voilà.
Moi, je paye comme je disais dans mon message, je paye une taxe foncière sur la maison dont je suis propriétaire. Je paye une cotisation foncière des entreprises sur cette même maison, puisque mon entreprise est basée sur cette maison. Alors que c'est juste une maison, il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de rien. Je paye l'URSSAF, on n'en parle pas, sinon on pourrait y passer des heures. Mes impôts sur le revenu. Voilà, le gasoil, moi je fais un plat par semaine, le gasoil est passé à 1,68 €, 69 je crois. C'est ça. Voilà, et à côté de ça... Vous avez les factures de chauffage qui vont augmenter aussi d'électricité à partir de l'année prochaine. C'est surtout pour mes clients. Moi. Non, mais bien sûr. Voilà, je suis allé aux urgences l'autre jour, j'ai attendu 6h30. Je prends le train régulièrement, je suis régulièrement en retard pour aller à Bordeaux pour mes rendez-vous médicaux. Donc voilà, il n'y a rien qui avance. Donc comme je disais, de toute façon, ça va se casser la gueule. Oui, mais quand vous écoutez une partie de la gauche, ils vous disent que c'est parce qu'on n'investit pas assez justement dans les services publics. Bien sûr. Ils ont besoin de l'argent. C'est pour ça qu'il faut mettre les très hauts revenus à contribution. C'est ce qu'on vous dit, Jessie. Non, les très hauts revenus, vous les mettez à contribution, ils vont se barrer. Et après, ce sera les revenus qui ne sont pas très hauts, c'est-à-dire le mien. Exactement. Qui sera mis à contribution, et puis c'est tout. Et puis Jessie, de toute façon, on remarquera quand même que ceux qui nous disent ça ne voient pas quand même que la plupart des zones semi-rurales et rurales n'ont plus de services publics. Donc on paie toujours plus et il y a moins de services publics. Donc c'est pas vrai, ça part pas dans les... c'est juste mal géré, quoi. C'est géré n'importe comment. J'habite dans un petit village où j'ai la chance d'avoir des médecins, d'avoir des infirmières, d'avoir tout ça. Mais je vois les villages autour de chez moi, c'est catastrophique. C'est la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze. Oui, mais du coup, Jessie, puisque vous dites là, il y en a ras-le-bol, mais on est coincé, quoi. Ou alors. Non, mais bien sûr. Mais moi, je suis. Qu'est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on peut exprimer sa colère ou dire faut que ça change, quoi. Donc. Non, mais il y a pas de colère exprimée. Ça va se casser la gueule. De toute façon, le FMI va prendre la main, ou ça va être comme en Argentine, quelqu'un va arriver, va faire des coupes franches dans tout. Ça va se casser la gueule. C'est ce que vous souhaitez Vous souhaitez un coup de tronçonneuse? Non, c'est pas ce que je souhaite, c'est ce que je crains. Oui. Alors là, je suis profondément, je vis pas dans la peur, mais je sais que c'est ce qui va arriver. Et il y a des gens qui vont rester sur le carreau et on va essayer de se démerder à bosser 60-70 heures par semaine pour pas être celui qui reste sur le carreau. Parce que moi, j'ai des enfants, j'ai une fille qui fait ses études à Toulouse, j'ai un gamin qui est en seconde, donc je peux pas rester sur le carreau. Mais il y a des gens qui vont rester sur le carreau. Jessie, on est dans la merde. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'est un plaisir. À bientôt, Jessie. On va continuer la discussion parce que vous imaginez bien que là, au 32-16... Ça chauffe. Ça chauffe. Et en même temps, on a le paradoxe français, c'est-à-dire que de dire aussi, oui, mais ces impôts, français, on les retrouve aussi à un moment. Est-ce que quand tu es malade et que ton traitement coûte 5 000 balles par mois, est-ce que tu es prêt à le payer ? Est-ce que quand tu vas aux urgences, il faut que tu sortes la carte bleue avant qu'on te prenne en charge? À l'américaine, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux une vie comme ça? Est-ce que c'est possible encore qu'un pays paye tout ça? La réponse, c'est non. Justement, c'est tout le débat. Mais est-ce que vous trouvez un pays ne doit pas payer des affections de longue durée? On ne peut plus. On est en déficit. Le budget de la Sécu. Mourir aussi. Venez en débattre avec les GG. Si, parce que moi, dans mon cas, si j'ai pas la Sécu, dans un mois, je suis morte. Et j'ai pas les moyens de payer 5 000 balles par mois parce que le populisme, ça va 2 minutes. Oui. Parce que c'est bon de dire, il y en a marre, les riches payent quand t'as 1,8 million. Mais est-ce que tu te rends compte, Emmanuel, qu'il y a des gens qui bouffent pas pour de vrai et qui se lèvent à 6 h du matin? Et attends, moi je fais partie des classes moyennes, voire en dessous. C'est du racolage verbal. Non, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Tu t'es pas dans la vraie vie. Moi, j'ai jamais été. Tout le monde est dans la vraie vie. Non, mais attends, moi j'ai jamais été lutte des classes. J'ai du respect pour tout le monde. Pour les gens qui gagnent de l'argent et pour les gens qui en ont pas. Moi, je suis pas une femme de clan. Je suis pas une femme de clan. Je veux en venir que tu es en train de dire que la Sécu, on en a pas besoin. C'est pas viable, mais c'est pas viable. On en a pas besoin, mais vous êtes dingue. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a pas dit ça. Il a dit qu'aujourd'hui, c'est pas viable. Et il a raison puisqu'on est en déficit. Mais d'accord. Oui, mais le déficit est payé par quelqu'un, Zora. On réfléchit. Il est bien payé par quelqu'un, Zora, le déficit. Pourquoi vous ne voulez pas écouter ce que je dis? Je dis que il s'agit de réfléchir l'argent là où il est efficace. J'ai pas dit qu'il fallait tout payer. J'ai dit qu'il y a des choses qu'il fallait plus payer et il y a des choses qu'il fallait continuer de payer. Sauf que ce qui coûte le plus cher, ce sont les dépenses sociales. Ça, c'est factuel. Toutes les dépenses sociales ne sont pas pertinentes. Il faut en supprimer. Mais certainement pas dans la santé. Donc c'est d'accord, vous dites la même chose. Tu dis que la Sécu, on peut payer comme avant. Mais comment ça à dire on sucre tout? Oui, mais quel pays fonctionne comme nous? Ça, c'est pas bien financièrement. Mais on s'en fout des autres pays. Quel autre pays a la laïcité? Non, attendez, la discussion va continuer. On va s'aligner. Est-ce que vous trouvez rien sur la Corée? Bah oui.
pas la Corée. Il y a des pays autour de nous qui fonctionnent beaucoup mieux et on est aussi bien soignés, Zora. Est-ce que vous trouvez que vous payez trop d'impôts ou au contraire, comme le dit Zora, on paye trop d'impôts, c'est peut-être pas bien géré. Voilà, mais c'est aussi une fierté française de pouvoir avoir justement le droit et le fait de ne pas payer cher les services publics. C'est au 32-16 que ça se passe, il est 9h20. On est en pleine discussion, en plein débat sur le ressenti des Français aujourd'hui concernant la fiscalité. Et cette donnée du Conseil des prélèvements obligatoires, 78% des Français jugent les impôts trop élevés, mais ils estiment que payer des impôts, c'est normal et que ça doit rester un acte citoyen. Mais ce que l'on voit aujourd'hui dans cette même étude, c'est qu'une partie des Français, et quasiment majoritaire, estiment que les services publics ils peuvent être améliorés sans alourdir les taxes, sans alourdir cette fiscalité. Même, ça va plus loin, certains pensent qu'on peut baisser les impôts en faisant des économies sans baisser les dépenses publiques. Alors là, c'est un pari. C'est une illusion. Et le problème, il est démocratique, c'est que la majorité ne va pas vers des mesures douloureuses à court ou moyen terme. Et donc, on va un peu dans le mur, comme le disait notre auditeur. C'est sans doute une voie sans issue dans laquelle on est engagé. On va en parler avec vous au 32-16. On va aller du côté de la Haute-Garonne avec Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Alain, bonjour Olivier, bonjour les GG. Vous nous appelez d'où en Haute-Garonne? Alors, dans la banlieue toulousaine, à Riom, un petit village, une terre de rugby. Tu connais bien Jérôme. Comme partout, comme toute la Haute-Garonne. Voilà, comme toute la Haute-Garonne, mais principalement à Riom. Alors, Michel. Alors, moi, je vous appelle parce que je veux vous alerter. Comme toutes les sociétés, en fin d'année, bien sûr, on a la joie et le plaisir d'avoir le cadeau de Noël par nos impôts. On vient de recevoir tous notre CFE, la contribution foncière des entreprises. Ah oui. Cette année, la grande surprise, c'est que nos cotisations ont été multipliées par 2. Oh, carrément. Carrément. Vous étiez à combien ? Alors moi j'étais à 600 et quelques euros parce que la CFE se calcule en fonction du chiffre d'affaires et de la commune. En fait, ils prennent plusieurs critères en compte et que sur ces critères-là, pour vous dire, ma femme elle a aussi doublé et ça fait 2 années qu'elle est déficitaire parce que bien sûr les taxis avec la nouvelle convention. Vous êtes tous les deux taxis ? On est tous les deux taxis, oui, chez nous. Ouais. Mais beaucoup de confrères, d'ailleurs que je salue aujourd'hui, tous mes confrères qui sont taxis de France et de Navarre, ça souffre. Je salue aujourd'hui, c'est plus qu'on souffre. Mais est-ce que le chiffre d'affaires progresse ? Et non, il vient de dire. Non, ils sont déficitaires. Alors moi, pour ma part personnellement, c'est pour ça que je gagne de l'argent chaque année, mais c'est les taxis qui gagnent de l'argent, c'est très peu. Ma femme, elle est déficitaire depuis 2 ans, et sa CFE cette année, elle a encore doublé. Donc malgré un chiffre d'affaires en baisse, elle paye plus de CFE, quoi, de taxes. Cette année, elle est doublée, je vous dis. C'est dingue, ça. Ah ouais, Non, mais il est temps que cette mascarade s'arrête, que ce gouvernement et cet État s'arrêtent. On est arrivé, je pense, au bout du bout de la... Oui, mais le problème, c'est que je pense que c'est pas forcément le gouvernement, le cornu. C'est plus profond. C'est-à-dire qu'on est... pire encore. C'est lointain. C'est bien pire que ça, oui. Nos dirigeants sont dopés aux impôts. C'est-à-dire que la seule façon, effectivement, de régler un problème, c'est d'augmenter un impôt ou une taxe. Quand je vous dis qu'on est arrivé au bout du bout de la Ve République, la Ve République a été créée par le général de Gaulle pour le général de Gaulle. À l'heure actuelle, on est arrivé au bout de cette République. Il est temps de la réformer. On n'a plus besoin de 577 députés, de la 348 sénateurs. Il faut une des deux assemblées, il faut les virer, il faut la faire. Mais ça vous économiserez rien. Vous avez raison, sans doute, Michel, mais vous n'économiserez rien. Le problème, il est en centaines de milliards. Et moi, j'ajoute un point. Ça fera pas plaisir à tout le monde. Moi, je suis un homme de droite, je soutenais certaines des propositions de Jean-Marie Le Pen du temps du Front National. Le Rassemblement National commet une erreur très grave de ne pas dire la vérité aux Français en considérant qu'on peut encore faire du socialisme économiquement et avec le rétablissement de l'ordre avoir la majorité pour gagner les élections. Il devrait tenir un discours de vérité en disant qu'il faut réformer l'économie française. Oui, mais Bardella serait peut-être pas à 35%. Mais est-ce qu'il faut être élu pour emmener les gens dans le mur ou dire la vérité quitte à ne pas être élu? Oui, mais regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale, pardon. Non, mais il y a une majorité à l'Assemblée pour augmenter les impôts. D'ailleurs, on l'a vu. Même la première feuille de route fiscale finalement qui a été rejetée, les impôts étaient augmentés par qui ? Par la gauche et par le RN. Mais c'est assez simple. Ils sont majoritaires. Combien de députés à l'Assemblée nationale, toutes 577. tendances confondues, ont déjà géré quelque chose? C'est tout. Posez-vous la question. C'est tout.
Je ne parle pas des maires, parce que maire, c'est comme une entreprise. Un maire, il gère sa ville. Un maire, il gère sa ville. Donc un député maire, à la limite, il gère. Mais les autres, quand on regarde les professions, je suis désolé, mais l'immense majorité des députés, toutes tendances confondues, n'a jamais créé le moindre emploi et n'a jamais géré la moindre entreprise. Et ça pèse dans les choix. Ça pèse dans les choix. Parce que quand tu es passé sous le couperet des impôts, quand tu as des difficultés financières à cause des impôts, tu n'en crées pas d'autres. Alors que là, on a des gens qui n'ont jamais rien géré, qui n'ont jamais eu la moindre responsabilité de gestion. Alors là, on crée, ça va au-delà de ça, et ça va au-delà de c'est ça aussi, quand même. Mais ce que dit Michel, parce que regarde le dernier scandale en date sur lequel ils ont appuyé sur le frein, c'est la taxe foncière, qui n'était pas à jour depuis 50 ans. Et ça, c'est pas on va la mettre à jour, mais là, c'est pas le politique qui a pensé. C'est l'administration fiscale. C'est-à-dire c'est venu, si tu veux, de ceux qui sont derrière les tableaux Excel. C'est un mode de fonctionnement de l'État. Non, mais Alain, ce qui reste, quand tu prends le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, où on en est à notre 10e ministre. On en parle régulièrement. Ça devient un running gag. Mais au ministère de la Santé, les fonctionnaires qui y travaillent sont quasi inamovibles. C'est les mêmes depuis des années. Donc tu mets un ministre et au bout de 2 semaines, il se fait bouffer. Parce que c'est pas lui qui gouverne, il se fait bouffer par la structure qui commande en France. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Mais ces gens-là n'ont pas intérêt à changer le système. Exactement. Mais c'est là, pardon, Emmanuel a raison. C'est-à-dire que pour changer le système, on en revient à se dire, ça sera quelqu'un de l'extérieur qui le fera. Alors le FMI, ceux qui nous prêtent de l'argent. Le ministre de l'économie, on n'en a pas besoin, il nous faut un comptable. On n'a pas besoin de ministre. Déjà, premièrement, l'argent des Français doit être géré par un comptable, pas par un politique. Déjà, ça changerait tout. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont toujours élus. C'est un système. Oui, mais c'est le système qu'il faut changer. Comment ça fonctionne? Parce que tu mets un comptable, il prend les deniers des Français. Un bon comptable, parce que parfois, mais j'allais dire qui est dans aucun clan, qui est dans aucune chapelle et qui œuvre pour la France. Le Milei français, ça sera un aristocrate. Merci. Il va s'appeler cessation de paiement. Merci à Michel d'avoir été avec nous, l'artisan taxi du côté de Riom en Haute-Garonne. On va aller dans les Alpes-Maritimes et écouter Christophe qui est juriste. Bonjour Christophe. Oui, bonjour les GG, bonjour à toutes et à tous. Déjà, c'est super sympa de passer à l'antenne et c'est la première fois pour moi. Du coup, je suis juriste, oui, j'ai mon activité dans un cabinet que je gère avec mon épouse, Laetitia. Et d'habitude, voilà, moi j'aide, que ce soit des sociétés ou bien des personnes privées à, on va dire, cocher les bonnes cases dans les impôts pour payer la juste somme et la bonne somme et non pas parfois faire des erreurs. Et il m'est arrivé un cas il y a très peu de temps, c'est que maintenant je rencontre des gens qui sont prêts à courir le risque de frauder plutôt que de cocher les bonnes cases et à me demander en réalité si c'est pas une économie plus grande, eh bien d'être dans cette situation quitte à risquer de se faire prendre, ou alors si on se fait prendre, eh bien quel est le risque par rapport au coût juste de l'impôt qui serait en place à la place. Donc c'est par exemple une personne, je peux pas en dire plus, mais qui par exemple a inversé résidence principale et résidence secondaire et essayer de mettre en place des économies à l'intérieur de ça pour essayer de payer moins. Donc moi maintenant, ce qui me choque un peu en tant que professionnel, c'est que les gens sont même prêts à s'engager dans des chemins périlleux en dehors de la légalité, chose que je ne conseille absolument pas. Oui, mais ça c'est le ravol fiscal qui pousse à ça. Entre guillemets, c'est le déconsentement à l'impôt de manière... Mais pardon, Christophe, sur des grosses sommes ou pas? Là, on parle d'un petit particulier. On parle de choses comme ça. Hein. C'est pas sur des grosses sommes. Heureusement, ça n'est pas encore arrivé. Chose que je n'espère pas. Mais je pense que voilà quoi. En haut de l'État, parce que c'est pour échapper à la taxe d'habitation qui existe encore sur les résidences secondaires, c'est ça? À peu près, oui, on est à peu près dans ce genre de choses-là. Je peux pas en dire plus, c'est quelque chose que j'ai en ce moment, mais ça m'a tellement, on va dire, mis sur les fesses pour rester poli que, voilà, maintenant les gens sont même prêts à faire de la désobéissance fiscale plus que de la désobéissance civile. Sauf que Christophe, le fisc, c'est ce qui marche le mieux en France. Tout le monde veut gratter. Alors je pense que, au bout d'un moment, à force de tirer la course à l'échalote, il y aura plus d'échalote à bouffer. Mais oui, pour le moment. En tout cas, ça doit faire le bonheur de votre profession, du coup. Non, il déconseille. L'un dans l'autre, je préfère conseiller les gens pour qu'ils restent dans la légalité que l'inverse, parce que moi, au bout du compte, qu'est-ce que je fais? Je vais pas leur dire non, vous foncez dans le mur. Non, je leur dis non. Ce que vous devez faire, c'est redresser les choses ainsi. On peut défiscaliser un peu légalement. Il y a quand même des. Non, mais le problème, c'est que ça dure depuis tellement longtemps. Cette dépense aveugle qui se superpose. Ça dure depuis tellement longtemps
parce que c'est lointain. Si les Français, si quelqu'un qui avait eu la très bonne idée de dire je vais noter d'année en année toutes les dépenses pharaoniques qui ont été faites et qui n'ont pas été utiles à la France, toutes les dépenses, les élus, ça marche pas, etc. Moi, j'ai demandé le calcul. Il y a à peu près 1000 milliards d'argent en 40 ou 50 ans de corruption, d'argent mal géré, etc. Ah, mais ça c'est évident. Et puis même, c'est hallucinant. Et puis même pour vous poursuivre la chose, ça c'est un exemple personnel qui me regarde. J'ai pas pu en parler avec vos collègues, mais j'ai eu un enfant il y a moins de 2 ans, qui a 2 ans maintenant, qui s'appelle Charles. Aux impôts, les impôts vous dites sur vos mails, vous le dites à tout le monde, dites-le nous à nous aussi. Très bien, on leur dit aussi. Résultat des courses, la première année, la différence sur mon prélèvement à la source était de 20 €. Je suis allé voir les impôts, je leur ai dit donc mon fils, pour vous, me coûte réellement 20 €. Oui, alors c'est complètement absurde parce qu'au moment où on veut que la démographie reparte, on devrait au contraire fiscalement aider beaucoup plus ses parents. Tout à fait. Oui, mais on a rogné ça, pardon. Mais ça, et c'est la gauche qui a rogné le rendement du quotient. Et là, pour être totalement transparent avec vous, là maintenant il a 2 ans, il va sur ses 3 ans. Parce qu'aussi c'est un peu dans mon métier, donc j'ai réussi à peu près à gratter certaines choses pour que, on va dire, l'assiette devienne un peu plus raisonnable. Et là, j'ai réussi à obtenir 200 € de plus d'économie auprès des impôts, mais à force de se battre, quoi. À force de se battre. Alors que le coût d'un enfant, c'est absolument pas celui-là. Faut être honnête, hein. Et c'est pareil un peu de partout. Avant le taxi, j'entendais parler de la CFE ou j'entendais parler d'autres dispositifs fiscaux. Enfin, je veux dire, il y a un équilibre qu'il faut trouver entre ce qu'on paye et ce qu'on demande. Il faut que quelqu'un nous trouve la sortie du labyrinthe, en gros, c'est ça, hein, mais il n'est pas là, quoi. Le 8 mai 1981, ou le 9 plutôt, c'était le samedi, le Figaro Magazine avait une couverture de Louis Pauwels avec le président Giscard d'Estaing, candidat donc à sa réélection. Et le gros titre, c'était « Demain, la France joue son destin ». Voilà, on a vu le résultat le 10 mai 81. C'est donc la catastrophe de toute la période Mitterrand. Les 35 heures, la suppression du service militaire, on paye toutes les factures et là on est dans le... Peut-être Emmanuel, mais quand la droite est au pouvoir, elle continue à dépenser ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire que le problème, je pense que ça va au-delà du clivage gauche-droite, parce que la droite en France est aussi assez dépensière. Et Emmanuel Macron, alors on ne sait pas trop où on le situe, est-ce qu'il est à gauche, à droite, mais quand il est arrivé en 2017, souvenez-vous, il avait promis de supprimer des postes de fonctionnaires, de réformer l'État, etc. Et finalement, c'est le président le plus dépensier de l'histoire de la Ve République. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a des promesses qui sont faites, tu y crois, et puis... surtout, on a l'impression qu'il n'y a aucune analyse sur les conséquences des surtaxes. Mais c'est ça. C'est-à-dire que si on considère que l'impôt est un traitement, et après tout c'est ça, puisque tu fais avancer, tu guéris un pays, avec les impôts tu le fais avancer, et avec un traitement tu peux aussi, en surdosage, empoisonner les gens. En d'autres termes, mon père disait, quand tu auras force de tondre un mouton, on lui file la pelade. Mais c'est exactement ça, on a tous la pelade à force, quoi. Merci à Christophe d'avoir été des nôtres, Christophe. Merci à vous. Merci. Bonne journée et à bientôt à Nice, on se croisera peut-être un de ces jours. Alors, écoutez, pourquoi pas, avec grand plaisir. Merci Christophe, bonne journée. Alors on a posé la question en corollaire de cette étude du Conseil des prélèvements obligatoires. On va voir si on a le même pourcentage. Est-ce qu'on paye trop d'impôts en France ? On est un petit cran au-dessus, nous. On est à 91,1%.